Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée nationale. Je tiens à vous remercier d'être si nombreux, des personnes importantes. Enfin, voilà, c'est un honneur de vous accueillir toutes et tous. Je tiens à excuser Isabelle Steyer qui a eu un souci personnel avec sa maman qui ne peut pas être là ce soir, mais elle tenait à y être, mais je me permets vraiment de l'excuser. Et je tenais à vous dire tout d'abord une première chose, que je salue aussi une autre collègue députée, Estelle Mercier, qui est là. Et je pense que peut-être quelques personnes ici sont comme moi. Ils ont entendu il y a quelques années le mot résilience par Boris Cyrulnik. Moi, à l'époque, je n'étais pas députée, parce que je suis députée que depuis 2017. Et jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire entrer ce mot à l'Assemblée nationale avec vous ici présents. Vraiment, je pense que c'est aussi là qu'on se dit que quand on fait des choses ensemble, beaucoup de choses sont possibles. Alors la résilience, chez chacun d'entre nous, on peut avoir notre définition. Pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une personne est soutenue, quand une personne est accompagnée, quand elle vit une épreuve, eh bien, en tout cas, on lui donne de belles possibilités d'avoir la possibilité d'être tout simplement résiliente. Et ça, c'est important. Je crois que la résilience, on peut tous l'accompagner, devenir aussi un potentiel résilient pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Et ce que je vous souhaite, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses. Pour ma part, sur les lois et tout ce qui peut concerner, par exemple, les sciences sociales, maintenant, on arrive à un moment où le contrôle coercitif, par exemple, arrive dans la loi. Vous voyez, toutes ces notions, enfin, arrivent. On arrive à faire des lois qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus en accord aussi avec notre temps, l'évolution de la société et puis nos connaissances, parce que quand on parle de sciences sociales, on parle aussi de choses très sérieuses, tangibles. On n'est pas du tout dans l'imaginaire. Et moi, quand je lis certaines choses que j'adore apprendre des sciences sociales, je me dis que finalement, il faut aussi faire honneur à toutes ces personnes qui ont recherché, tous ces scientifiques qui nous apportent plein d'informations et avoir aussi une connaissance, nous tous ici, avoir un socle commun de connaissances sur les sciences sociales. Pour moi, c'est indispensable pour faire avancer notre société et puis se donner des perspectives et pouvoir aussi se réparer ensemble. Belle conférence à vous tous. Merci Sandrine. Madame la députée, donc, Sandrine Josso, mesdames et messieurs, chères survivantes, chers survivants, chers professionnels, chers alliés, il y a des lieux qui obligent, l'Assemblée nationale est l'un d'eux. Ici, les mots ont du poids, ici, les mots deviennent des lois. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de celles et ceux à qui nous avons volé les mots. Je m'appelle Marie-Ève Follet et je suis policière depuis plus de 30 ans. 30 ans à entendre des femmes dire « je ne savais pas que c'était de la violence, j'ai peur, je ne veux pas rentrer chez moi ». 30 ans à avoir des plaintes classées, des dossiers refermés, des femmes renvoyées dans la gueule du loup. Parce que ce qu'elles vivent n'est pas encore suffisamment reconnu, ni nommé, ni compris collectivement. J'ai regardé Natacha, j'ai perdu le fil. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais Natacha, il faut croire que tu m'impressionnes. Je reprends donc. C'est pour cela donc, que j'ai fondé mon association CINEF France et aussi que je me suis formée aux neurosciences. Donc CINEF, c'est une association loi de 1901 pour la prévention des violences sexistes et sexuelles, pour l'égalité et la résilience. Une association née d'une conviction simple, la prévention sauve des vies avant que la violence ne les détruise. Notre mission repose sur 3 piliers, sensibiliser, former et accompagner. Nous travaillons avec des professionnels de terrain, forces de l'ordre, travailleurs sociaux, soignants, entreprises, pour qu'ils reconnaissent les signaux, nomment ce qui se passe et orientent plus justement. Nous développons également des outils concrets comme le contrôlomètre
pour identifier le contrôle coercitif dès ses premiers signes. Nous proposons des formations ancrées dans les neurosciences appliquées pour comprendre les mécanismes de l'emprise, leur impact sur le cerveau, les émotions et le comportement. Aujourd'hui, ce colloque porte 3 enjeux que nous ne pouvons plus esquiver. Le contrôle coercitif, cette violence invisible qui ne laisse pas toujours de traces sur le corps, mais qui efface une personne de l'intérieur. La France doit avancer sur sa reconnaissance. D'autres pays l'ont fait, nous le pouvons. Le deuxième thème, c'est les neurosciences au service de la justice. Comprendre la sidération, comprendre la dissociation, comprendre les mécanismes de contrainte et de contrôle coercitif. Et surtout, former magistrats, enquêteurs et jurés à ne plus confondre la paralysie avec le consentement. Et le troisième axe, donc la résilience comme politique publique. Sortir de l'emprise ne s'arrête pas au dépôt de plainte, reconstruire une identité, retrouver le mot « je ». C'est un chemin long qui nécessite des structures, des financements et des professionnels formés. Ce soir, nous ne sommes pas réunis pour raconter l'horreur, nous sommes ici pour construire des réponses à la hauteur. Avec CINEV, nous avons fait le choix d'intervenir en amont, là où les mécanismes sont invisibles, mais où tout se joue déjà. Allumer des feux dans des cœurs éteints, c'est l'ambition de CINEV France. Merci. Nous accueillons pour introduire ce colloque une femme qui a été la première à me tendre la main lorsque j'ai lancé mon podcast La Voix de la Résilience. Puisqu'elle a été ma première invitée, j'ai le plaisir de vous présenter celle que l'on ne présente plus. Muriel Reus, engagée depuis de nombreuses années sur les enjeux d'égalité. Elle est aujourd'hui coprésidente de la commission du Haut Conseil à l'égalité, présidente de l'association Femmes avec. Muriel va nous partager son éclairage en résonance avec les thématiques de ce soir que nous explorerons. Muriel, c'est à toi. Bon, alors vous avez été très rapide, hein. Moi je vais être un peu plus longue. Chère Sandrine, Madame la députée, chère Marie-Ève, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et je te remercie pour cette invitation. Alors ce colloque, il propose quelque chose d'inédit, croiser les neurosciences avec la question des violences. Ce croisement n'est pas simplement original, il est nécessaire. Il permet de déplacer le regard, de sortir d'une approche strictement descriptive pour aller vers une compréhension plus fine des mécanismes à l'œuvre. Comprendre ce que la violence fait au cerveau, comprendre ce qu'elle produit en termes de sidération, d'emprise, de dissociation, et surtout comprendre pourquoi les réactions des victimes échappent trop souvent encore à nos cadres d'analyse classiques. Associer neurosciences et violences, c'est changer de grille de lecture. C'est ouvrir la possibilité de changer la réponse, et c'est dans cette perspective que je voudrais situer mon propos. Comprendre les violences, je viens de le dire, impose de sortir d'une lecture unique pour entrer dans une lecture structurelle. Par lecture unique, j'entends une grille d'analyse réductrice, centrée sur l'événement, sur l'individu, qui appréhende la violence comme un fait autonome, clos sur lui-même. Une lecture qui isole un auteur, un moment, une faute, qui traite la violence comme un événement ponctuel, détaché de tout contexte, qui cherche une explication dans la pulsion, la pathologie, la perte de contrôle, ou dans la morale, le bien, le mal, la faute. Une lecture qui privilégie la qualification juridique et la responsabilité pénale, évidemment nécessaire, mais qui tend à isoler l'acte de son environnement social, culturel et symbolique. C'est une lecture qui fonctionne par découpage, un auteur, une victime, des faits. Évidemment, ce cadre permet de qualifier, d'instruire et de juger, mais il ne permet pas à lui seul d'analyser les mécanismes à l'œuvre, ni les configurations récurrentes dans lesquelles ces violences prennent place. Il ne permet pas d'interroger ce qui, dans notre société, fabrique et reproduit ces violences. Vous le savez tous, ici dans cette salle, les violences ne sont ni aléatoires ni exceptionnelles. Elles s'inscrivent dans des logiques identifiables, objectivables. Des configurations récurrentes, la sphère intime, des rapports de dépendance, des asymétries de pouvoir, des modes opératoires stabilisés, l'emprise, l'isolement, le contrôle, la banalisation progressive, des mécanismes cognitifs et sociaux constants, la minimisation, le déplacement de la responsabilité, la mise en doute du consentement. Autrement dit, nous sommes face à un système de reproduction. Et c'est précisément là que le travail de la commission stéréotypes et rôles sociaux du Haut Conseil à l'égalité, que j'ai l'honneur de présider avec Pascal Huguet, chercheur au CNRS, prend toute sa portée. Ce rapport permet de faire le lien entre les violences
et les structures de pensée qui les rendent possibles. Il objective le fait que le sexisme n'est pas une opinion, ni un simple climat culturel. Le sexisme, c'est une idéologie structurée, mesurable, corrélée à des attitudes, à des comportements. En France, il existe 2 dimensions distinctes, mais indissociables. Le sexisme paternaliste et le sexisme hostile. Alors le sexisme hostile, bien sûr, il est explicite. Il s'inscrit sur la défiance, la dévalorisation, la perception des femmes comme manipulatrices, injustes, menaçantes. Le sexisme paternaliste, lui, il est plus insidieux. Il se présente comme protecteur, mais il repose sur une assignation. Les femmes seraient par nature fragiles, dépendantes, nécessitant encadrement et assistance. Alors bien sûr, ces 2 formes ne s'opposent pas, elles se renforment. Et surtout, elles sont massives. Et là, on a découvert des chiffres qui nous ont pour le moins stupéfiés. 23% de la population adhère à des formes de sexisme paternaliste, soit 12,5 millions de personnes. 17% adhèrent à des formes de sexisme hostile, soit près de 10 millions de personnes. Autrement dit, on ne parle pas de marge, on parle de 40% de la population française, d'environ 22 millions de personnes dans ce pays, dont une majorité d'hommes, mais aussi plusieurs millions de femmes. Plus de 8 millions de femmes adhèrent à ces 2 formes de sexisme. Et c'est bien cela la réalité du socle sur lequel les violences s'inscrivent. Deuxième point fondamental de ce rapport, c'est que ces représentations ne sont pas neutres. Elles produisent des effets. Plus l'adhésion au sexisme hostile est élevée, moins les violences sont perçues comme graves. Moins la qualification de féminicide est jugée nécessaire. Plus le consentement est relativisé. Plus la responsabilité est déplacée vers les victimes. Concrètement, 24% des hommes considèrent normal qu'une femme accepte un rapport sexuel pour faire plaisir. 17% estiment qu'une femme peut changer d'avis après avoir dit non. Et 15% jugent qu'une victime peut partiellement être responsable de l'agression subie. Ces chiffres dessinent un cadre normatif structurant, un cadre dans lequel la contrainte peut être minimisée, dans lequel le consentement peut être interprété, dans lequel la violence peut être relativisée. Le troisième élément clé de ce rapport, c'est que, évidemment, il conforme l'existence d'un continuum des violences. 84% des femmes déclarent avoir déjà vécu une situation sexiste. 21% déclarent avoir été victimes de viol. 20% évoquent des pressions insistantes pour un rapport sexuel non désiré. Alors, ce que ces données montrent, ce n'est pas simplement l'ampleur des violences, c'est leur inscription dans une continuité. Une remarque sexiste, une disqualification, une pression, une contrainte, une agression, il n'y a pas de rupture nette. Il y a juste une progression. Et puis, le rapport met en évidence une transformation du contexte idéologique. L'émergence et la diffusion de discours masculinistes ne revêt pas d'une dérive marginale. Il constitue une structuration politique du sexisme, avec plusieurs caractéristiques. Une stratégie de symétrisation, faire passer la défense de privilèges pour une revendication d'égalité, une rhétorique de victimisation masculine, une contestation des avancées féministes et une diffusion accélérée, évidemment, avec les plateformes qui consolident l'ensemble de ce système. Et là encore, les chiffres sont éclairants. 60% des hommes estiment que les féministes ont des demandes exagérées. 60% pensent que le féminisme a inversé les rapports de pouvoir. 39% considèrent que le féminisme menace la place des hommes. Alors ce cadre idéologique, évidemment, il n'est pas neutre. Il participe à un climat social qui légitime, encore une fois, des pratiques intimidantes, haineuses et violentes, qui peuvent aller jusqu'à l'apologie du viol ou du meurtre des femmes. Donc on n'est pas face à un simple problème social avec le masculinisme, on est face à un enjeu de sécurité publique. Enfin, le dernier point, ça va, je vous casse pas trop le moral ? Enfin, le dernier point, le rapport met en évidence un paradoxe majeur. Si la société condamne massivement les violences, elle tolère encore largement les représentations qui les produisent. Et c'est ce décalage qui produit des politiques publiques parfois inefficaces. Donc tant que les structures de pensée ne seront pas interrogées, tant que le sexisme sous ses formes les plus banalisées reste intact, les violences continueront de se produire. Alors, une conclusion simple, on ne pourra lutter efficacement contre les violences si l'on continue à les traiter après coup, comme des faits isolés, à réparer, à sanctionner. Il faut bien sûr agir sur ce qui les rend possibles, sur ce qui les rend acceptables, sur ce qui les rend invisibles.
Et c'est là, précisément, la boucle va se boucler, que les neurosciences apportent un déplacement décisif. Parce qu'elles nous obligent à sortir des interprétations approximatives, à comprendre avec rigueur ce que la violence produit sur le cerveau, à déconstruire les lectures erronées du comportement des victimes, à transformer en profondeur nos réponses judiciaires, médicales, institutionnelles. Et elles font encore plus que tout cela. Elles viennent en réalité renforcer une lecture systémique. Elles montrent que les violences ne sont pas simplement des actes, mais un processus inscrit dans des mécanismes identifiables qui interagissent avec des structures sociales et des représentations. C'est tout l'intérêt et c'est toute la force de ce colloque. Alors merci à Marie-Ève pour cette initiative. Bravo à l'ensemble des intervenantes. Merci encore, chère Sandrine, et je vous remercie. Merci Muriel. Parfois les mots permettent de voir ce qu'on ne voit pas. Nous allons maintenant découvrir un extrait du documentaire « Je vais te tuer » réalisé par Karine Dufour. Je ne vous en dis pas plus. Est-ce que mon assistant peut lancer le... Non, je plaisante, j'y vais. Mon assistant, c'est le conjoint de Sandrine Dufour. J'ai maintenant donc le plaisir d'accueillir Karine Dufour, réalisatrice et autrice engagée, notamment du célèbre documentaire Bouche cousue avec le juge Édouard Durand, ou encore, décidément, de Rockstar à tueur, le cas Quanta sur Netflix. Son documentaire « Je vais te tuer », dont nous venons de voir un extrait, met en lumière ces violences invisibles qui s'installent progressivement dans les relations. À travers son travail, elle donne la parole aux victimes et contribue à faire bouger les lignes. Merci Karine d'être avec nous ce soir. Merci à tous d'être venus. Merci Marie-Ève, merci Madame la députée Sandrine Josso, que j'adore, que j'admire. Non, il n'y a que Sandrine Josso que j'admire. Non, mais parce que chacune de ces prises de parole, je trouve, sont très impactantes. Je ne le dis pas parce que vous êtes à côté, mais voilà, merci. Et Muriel Salmona et tout, on se connaît, on commence à... Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que le mot résilience rentrait dans l'Assemblée, et c'est un symbole très fort, et aussi le mot victime, en fait. Oui. C'est un mot, moi, souvent, j'en entends parler comme si c'était un gros mot. Ah, mais je ne suis pas une victime, les victimes. Et en fait, pour moi, c'est un mot qu'on ne devrait pas dénigrer. Ça ne nous essentialise pas, on n'est pas victime à vie, c'est un état. Et être victime, j'en parle parce que j'ai beaucoup accompagné des victimes, donc je trouve qu'on devrait réhabiliter ce mot. Donc que le mot victime aussi, que des victimes soient là, qu'il y ait une attention du politique aux victimes, je pense que c'est symboliquement très important. Et ensuite, ce documentaire, je l'ai fait parce que justement, j'avais fait beaucoup de documentaires autour de la parole des victimes, et j'avais l'impression que, moi en tout cas, je voulais passer à un autre temps, qui est un temps où aujourd'hui, je pense que l'inconscient collectif est prêt à ça, la société est prête à ça, d'entendre la parole des auteurs, mais pas une parole qu'on laisse en l'air, comme par exemple les hommes violents. Il y a des stages de responsabilisation, il y a des groupes de parole dans les SPIP. Mais là, moi, ce que je voulais, c'était savoir quels mots les hommes violents mettent sur leurs actes, comment ils justifient la violence. Et en face, je voulais faire entendre la parole de magistrats et magistrates spécialisés. C'était ça mon but quand j'ai commencé le film. Je suis allée en repérage et j'ai tout de suite, dans presque chaque dossier, il y avait cette menace « Je vais te tuer ». Donc le titre, il est arrivé très facilement. Et ensuite, j'ai entamé un travail d'autorisation spéciale avec le ministère de la Justice, Charlotte Benuela. Donc l'idée, c'était de faire de la pédagogie, c'est-à-dire de faire comprendre par les mots et comment ils justifient leur violence, donc de faire comprendre ce que c'était le contrôle coercitif, pour que nous, en tant que société, ensuite, on puisse peut-être le détecter au quotidien et aider les victimes à lutter, à se réparer et à se reconstruire. Parce qu'il y a aussi, je trouve, dernièrement, beaucoup d'injonctions faites aux victimes dans ce qu'on appelle ce mouvement de libération de la parole, qui est super, mais en fait, au bout d'un moment, les victimes, elles ne peuvent pas tout faire. Et il y a aussi une injonction qui est de libérer la parole, et ensuite, en fait, cette parole, on n'en fait rien, et donc c'est encore pire. Donc
le temps de l'écoute, il est venu, on y est, quoi, ce temps de l'écoute. Mais le temps d'écoute, c'est difficile, c'est presque un métier d'écouter activement et d'écouter de façon juste une victime. C'est pas juste la laisser dérouler sa souffrance. Et donc tout ça, je pense que les magistrats sont en train d'entamer tout un travail de formation à l'École nationale de la magistrature, et notamment grâce à ces magistrats et magistrates qu'on voit là, Gwenola Jolicose, qui était à la cour d'appel de Poitiers avec Éric Corbeau, et Ombline Mahuzier au tribunal de Colmar. Il y a tout un mouvement, en gros, dans la justice. Et je pense que c'était intéressant aussi de faire savoir ça aux victimes, ou aux anciennes victimes, ou aux futures victimes, que Gwenola Jolicose, elle dit les femmes sont aux portes des palais. Et il y a une écoute qui est en train de se mettre en place. Alors, pas partout, dans tout le territoire, mais en tout cas dans certains tribunaux. Et de faire un documentaire, je l'ai vu avec Bouche cousue, en fait, ça permet aussi que d'autres magistrats écoutent comment les juges formés répondent. Et donc, ça permet aussi que le savoir, on monte tous en compétences. Et même chacun de nous, le dimanche midi, autour du poulet, si on entend le beau-frère maltraité ou mal parler à sa femme, je pense que la façon dont elles répondent peut aussi nous aider, parce que la violence, elle sert juste à sidérer et à nous faire taire. Et donc de savoir répondre à la violence, au moins par les mots, c'est aussi collectivement, j'ai l'impression qu'on arrivera peut-être à se sentir concerné et aussi à faire baisser le niveau de la violence. Voilà. C'est un peu ça que j'avais envie de dire. Et l'autre... Là, en réécoutant, moi, un des trucs que j'ai le plus découvert en faisant ce documentaire, donc en écoutant les hommes violents, il y a... d'abord, ils nient tous... On se rend compte qu'ils se connaissent pas, mais en fait, ils ont tous le même système de défense, que ce soit Bertrand Cantat, Jonathan Daval, ces hommes-là. On entend exactement les mêmes phrases. Je voulais qu'elle se taise, elle l'a bien cherché, j'ai pété un câble. Et donc, au début, ils nient. Quand ils peuvent pas nier, ils minimisent. Et le gros truc, pour moi, c'est l'inversion de culpabilité. Et l'inversion de culpabilité, c'est un poison, parce que ça nous fait nous sentir responsables de la violence qu'on subit. Je dis et ça, je pense que c'est aussi vraiment un impensé qui enferme les victimes dans cette cage psychique. Et je pense que l'inversion de culpabilité, on pourrait tous aussi essayer d'accompagner les victimes pour essayer qu'elles ne se sentent pas seules, parce que le contrôle coercitif, c'est une dynamique. C'est pas simplement des comportements accumulés et répétés. C'est aussi une dynamique entre l'auteur et la victime. Et plus la victime s'affaiblit, plus elle se referme. Et donc l'entourage, il est primordial dans la détection, par exemple, il y a un exemple, là, on est de plus en plus sollicité par le monde de l'entreprise. Donc c'est super que le monde de l'entreprise se sente concerné par les violences conjugales. Et dans le film Jusqu'à la garde, on voit... non, c'est pas dans le film, mais dans le court-métrage, un homme qui vient chercher tous les jours sa femme au boulot. On peut croire, oh c'est génial, il est amoureux. En fait, ça peut être du contrôle coercitif. Et donc, tous ces petits signaux, moi, j'aime pas le mot signaux faibles, c'est des signaux qui peuvent détruire, donc des signaux précurseurs des violences. Faire des documentaires, ça permet qu'on comprenne mieux ces mécanismes pour lutter contre. Quoi. Voilà. Merci Karine. Ce que tu décris, donc, ce sont des mécanismes, et derrière ces mécanismes, il y a des vécus. J'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Eido, comédienne et artiste engagée. Elle est notamment connue pour son rôle du Dr Chérine dans la série Netflix Fauda. Précédemment, dans les films Elias de Roche Dizem ou Les choses humaines d'Ivan Attal, et dans plusieurs films américains, dont le prochain Terrence Malick, ou encore la série Apple Liaison avec Eva Green et Vincent Cassel. Elle est en ce moment à Marseille, la star de la célèbre avocate de la série d'Olivier Marchal, Pax Massilia, disponible sur Netflix. Elle va nous offrir une lecture qui met des mots sur ce que vivent tant de personnes dans le silence. C'est à toi. Je vais juste, avant de lire ce texte que j'aurais préféré ne pas écrire en 2012, remercier les hommes qui sont venus, parce que on a besoin de vos regards. Donc merci d'être là. C'est un texte qui peut-être un jour deviendra du théâtre.
Voilà, 2 petites pages qui s'appellent « Ma vie au tapis ». Il y a quelque chose sur le tapis, écrasé, étalé là. Tout à l'heure, il me disait « Mais regarde-toi. Regarde-toi une seconde dans le miroir et tu vas voir à quoi tu ressembles. Tu vas voir qui tu es. » Et le miroir de la salle de bain vient de me le cracher à la gueule, mon visage. J'ai 100 ans. Ma peau a bu l'amertume et le remords. J'ai vu la carcasse abîmée. Plus de moyen de se cacher devant l'image blanche de la mort qui s'insinue en moi parce que je l'ai laissée entrer. Elle s'est sentie chez elle et déjà commence à prendre ce qui lui revient. Il s'est tenu là, devant moi, de longues minutes, dans l'entrebâillement de la porte, fouillant au fond de mes yeux, mais rien. 3 fois, il a haussé les sourcils. 3 fois, j'ai réentendu ces mots, les insultes. « Tu me fais pitié, t'es ridicule. » Silence encore, perdu, je reste. Pourquoi ? Nous marier dans un champ l'été prochain. Je m'écrase, je me rétracte, je disparais. Veux entrer en moi-même, ultime cache. Mon corps se tord et un point sourd sur le côté lance. Le corps qui abdique. Je me souviens. Les mots du chirurgien, les cellules qui dégénèrent et prennent le pas sur le développement sain pour créer discorde et chaos. Ce sentiment d'impuissance, déclencheur de la descente aux enfers, de son acceptation implicite. Je me cabre de l'intérieur, je veux lutter. Mais les mots, les regards résonnent et mon antre intime n'est plus qu'une infinité d'échos qui s'amplifient jusqu'à la permanence de l'oubli. Oublier, je dois disparaître, je dois. Cette fois vraiment, j'ai trop joué, trop vécu pour rire. Trop essayé de voir si cette fois encore je pouvais. Mais j'ai perdu et mon sac de billets vide. Tu t'es prise pour une autre ? Il boit du rhum, 2 fois déjà. Sera-t-il saoul ? J'ai déjà peur qu'il me tue. Il a brandi un couteau pour rire, pour jouer mon jeu de celle qui a peur du couteau. Celle qui les avait tous cachés une nuit déjà. Peur du geste de trop, peur de l'agneau, peur de l'enfant que j'ai blessé. Et Sisyphe en son rocher prisonnier voudrait sortir, roule avec sa pierre, se pousse au précipice. Je suis enchaînée au malheur que j'ai créé. Tant d'insultes, me les redire pour ne pas oublier. Chacune fait jaillir les larmes, chacune violente. Et je ne peux que demander pardon. Quand je me trompe et que je dis « excuse-moi », il veut me casser le nez parce que je veux me trouver des excuses. Que cela cesse. Chaque fois la menace du départ, le bruit des clés, et je m'effondre dedans, le sac, le manteau, l'abandon, l'enfance. Non, l'écharpe, je ne veux pas, je ne peux pas, ne pars pas. Pourquoi ? J'ai encore pris le bâton pour me faire mettre à genoux sous les coups. La rancœur, la vengeance, à quoi bon ? Un agneau ? Mais il me fallait un dur, un qui me montre les limites de ce corps perdu et qui me tienne en respect. C'est comme des rillettes sur le tapis, gras et rose, ou un bout de chair déjà qui s'est détaché de moi, qui m'a fui. Alors j'ai menti, 10 fois, 20 fois, pour me sauver, sauver mon image, sauver le sauvable. Pour les meubles, c'est trop tard, reste l'enfance. Dans la guitare au mur, dans les tortues sur l'étagère, dans les cartons sous le lit, dans lesquels il fouille quand je ne suis pas là. Il me reste les peluches au fond de l'armoire, les photos dans les albums et un cocotier dans le placard. Ou de la pâte à pain fraîche, le levain, voilà, c'est ça sur le tapis. Il ne veut plus vivre avec moi. Inventaire encore de mes messages par lui. Il creuse mon passé, mes écrits, viol, intimité, mais je ne dois rien cacher. Où sont les limites ? Pendant 9 heures la nuit, il m'interroge. Sur tous ceux qui ont aimé ma peau avant lui. Sur toutes celles que j'ai touchées. Arrêtez tout, libérer, me libérer, le libérer. Ce soir, il est de pierre. Hier, flanelle et rire. Ne pas le toucher, le laisser dormir. Ne plus l'approcher. Ne me touche pas. Tenir. Encore une fois la colère, encore une fois les menaces, encore les pleurs et le déchirement, l'abîme, la foi de trop, la faille. Fini de jouer. Mourir pour de rire, une bonne fois pour toutes. De la glace dans ses paroles. J'ai mangé dans la cuisine 1 mètre carré de solitude, assiette de pâtes bruyantes. Disparaître. Nous marier dans un champ l'été prochain. Il dort. Merci Laetitia, c'est émouvant. Donc évidemment, je repère mes mots. Je vais le refaire souvent, mais c'est pas grave. Voilà, je mets des coups de pied dans la table. Je l'avais pas fait encore, donc
J'aime beaucoup l'humour, Sandrine. Je crois que tu as Parfait. compris. Ce que nous venons d'entendre, malheureusement, existe encore trop. Et pourtant, cela ne concerne pas que les émotions. Cela concerne aussi le corps et le cerveau. J'ai l'honneur d'accueillir la docteure Muriel Salmona, psychiatre et chercheuse. Elle est l'une des grandes spécialistes du psychotrauma en France. Ses travaux ont profondément transformé la compréhension des mécanismes de l'emprise et leurs effets sur le cerveau. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci de cette invitation. Merci. Peut-être comme ça marche mieux quand c'est allumé. Donc, merci énormément. Alors, vous savez, la plupart d'entre vous savent à quel point je me suis dépensée pour faire connaître les conséquences psychotraumatiques. Et le fil rouge de ce combat, de cette lutte que j'ai menée depuis plus de 20 ans maintenant, même bien avant, mais de façon là beaucoup plus militante, c'était de rendre justice aux victimes. C'est-à-dire que s'il était évident que le psychotrauma non seulement était ignoré, non seulement il n'était pas enseigné, il n'était pas reconnu, mais en plus, les conséquences psychotraumatiques, elles étaient utilisées contre les victimes pour les mettre en cause. C'est-à-dire que tous les symptômes psychotraumatiques qui étaient des preuves médico-légales des violences que les personnes avaient subies, on dit que le trauma, les symptômes sont pathognomoniques, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment la preuve du traumatisme. Tout ça, ça venait mettre en cause les victimes. Bon, alors tout le monde sait à quel point on a pu reprocher aux victimes l'effet de sidération, qui est quelque chose qui est vraiment construit, recherché, mis en place par l'agresseur justement pour bloquer la victime. Tout ce qui concerne la dissociation, pourquoi elle est restée, pourquoi elle revient, pourquoi elle parle que maintenant, l'amnésie traumatique, on sait à quel point ça a été très violent, tout ce qui a pu être, toutes les polémiques autour de cette amnésie traumatique qui était un phénomène universel et à quel point du coup les victimes non seulement ne recevaient pas de bons diagnostics par rapport aux troubles psychotraumatiques qu'elles présentaient, mais en plus tous ces symptômes leur étaient reprochés, ou on l'a entendu tout à l'heure, c'était de l'hystérie, c'est de l'hystérie, c'est de la folie. C'était des troubles du comportement. Du coup, les projecteurs étaient mis sur la victime grâce à ces symptômes psychotraumatiques pour vraiment dire c'est de sa faute. Et vraiment, ce pauvre type-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à quelqu'un qui dysfonctionne aussi mal. Et puis, on l'a vu aussi tout à l'heure avec Muriel Rust, tout ça, les troubles psychotraumatiques qui n'étaient pas donc reconnus, pris en compte, étaient aussi utilisés pour alimenter les stéréotypes sexistes les plus graves. Donc tout ça vraiment, c'était nuisait aux victimes. Donc à tout niveau, bien sûr, ça nuisait à leur témoignage, à la crédibilité de leur témoignage, du coup à la justice qu'elles pouvaient recevoir, à l'évaluation du danger qu'elles pouvaient subir, à l'aide, à la solidarité qu'elles pouvaient avoir. Et puis, et là, c'est là où je vais insister aujourd'hui, aux soins. C'est-à-dire que, en fait, les troubles psychotraumatiques, c'est un ensemble de conséquences psychotraumatiques qui sont normales et universelles dans une situation traumatique très grave où il y a une volonté de détruire, de soumettre, d'instrumentaliser. Enfin, ça, on l'a entendu. Il y a vraiment une volonté de destruction, une terreur qui est mise en place avec un stress extrême. Et ça va entraîner des conséquences sur le cerveau
Le cerveau est très vulnérable à ces violences, d'autant plus si elles sont répétées, d'autant plus si elles sont commises par quelqu'un qui normalement devrait être quelqu'un de confiance, dans toutes les violences intrafamiliales, d'autant plus si les personnes ont une vulnérabilité, si elles ont déjà subi des violences, si elles sont dans des situations de handicap, si ce sont des mineurs, des enfants. Donc on voit que toutes les violences intrafamiliales vont être vraiment un creuset où ces conséquences vont être de loin les plus graves. Ces conséquences sont donc normales, universelles, alors qu'on a commencé à les reconnaître avec les guerres, avec les soldats, les vétérans, mais on considérait en fait que les personnes qui avaient des troubles psychotraumatiques, c'était en fait une sorte de faiblesse. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas en capacité de supporter ce qu'elles auraient dû supporter. Alors qu'en fait, simplement, ce sont des conséquences par rapport à quelque chose qui est totalement intolérable et qui serait intolérable pour tout le monde. Donc il était essentiel de montrer que ces conséquences étaient universelles, qu'elles étaient normales, et d'en montrer aussi les mécanismes pour que vraiment on inverse justement cette culpabilisation des victimes et cet abandon par rapport aux soins. Les troubles psychotraumatiques, c'est une urgence médico-psychologique. On sait que, par exemple, pour les traumas les plus graves, comme le viol, où c'est à peu près 80% des personnes qui présentent des troubles psychotraumatiques très graves, 5% seulement vont être prises en charge en urgence en France actuellement. C'est les dernières enquêtes. Les enquêtes VRS, vécues et ressenties. S'il y a des atteintes physiques, des blessures physiques, là, c'est 15% qui vont être prises en charge en urgence. Et on va voir pourquoi. Ça paraît bizarre, avec des atteintes physiques. Et si ce sont des atteintes psychologiques graves, c'est 10%. Donc pour une urgence médico-psychologique, une urgence médico-légale, avec tout ce qui peut être recueil de preuves, etc., les victimes ne sont pas prises en charge. Elles ne sont pas informées. On ne leur dit pas qu'il faut absolument qu'il y ait des soins, que c'est grave. Ça a un impact sur la santé, un impact sur l'intégrité physique, sur la santé mentale et sur la santé physique très important, avec un impact sur leur vie aussi. Ça aggrave le risque de subir à nouveau des violences et ça va générer une vulnérabilité. Ça aggrave les inégalités aussi. C'est vraiment un facteur d'inégalité extrêmement important. Donc, on sait, et ça, c'est vraiment aussi essentiel, c'est le message que je voulais faire passer, que s'il y a une prise en charge rapide, le plus urgente possible, mais si elle existe, de toute façon, il est toujours temps qu'il y ait cette prise en charge, on peut éviter la majeure partie des conséquences psychotraumatiques qui sont toutes à l'origine des conséquences graves sur la santé mentale et physique. Mentale, avec le risque de dépression, de suicide, le risque de troubles anxieux massifs, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, enfin, ça on connaît tout ça, mais aussi physique. C'est une maladie liée au stress avec des troubles cardiovasculaires très importants, des troubles immunitaires, endocriniens, enfin, gynéco-obstétriques, etc. Donc c'est en fait un facteur de risque très important pour la santé. Même 50 ans après des violences, ça peut être le déterminant principal de la santé, 50 ans après. Si il n'y a pas de protection et s'il n'y a pas de soins. La protection est quelque chose d'essentiel. On n'a pas de culture de la protection en France. C'est une catastrophe. Et le soin est essentiel. Et on n'a pas de culture du soin des victimes de violences. On ne l'a toujours pas. Et c'est là où il faut vraiment monter au créneau, et où ça commence à bouger. Grâce à tout le travail que l'on peut faire. Donc la culture du soin est essentielle parce qu'elle permet d'éviter toutes ces conséquences. Donc ne pas obtenir de soins, c'est en fait une perte de chance totalement intolérable et révoltante. Et il va y avoir des atteintes, si j'arrive à mettre en place quelques diapos. Le cerveau, il est impacté. C'est-à-dire que c'est pas... je veux dire, il y a des atteintes neurologiques très importantes avec une diminution de l'épaisseur du cortex, des structures du cerveau très importantes comme l'hippocampe, qui est le système d'exploitation de la mémoire, des apprentissages, qui peut perdre jusqu'à 30% de son volume. Des atteintes des circuits émotionnels, de la mémoire, très important aussi, et puis des atteintes au niveau
métabolique et immunitaire très, très important. Tout ça se répare. Le cerveau a une capacité, une neuroplasticité, une capacité de régénération par rapport aux atteintes neuronales qui est énorme. Donc ne pas le faire, c'est vraiment, enfin, disons que c'est extrêmement cruel. C'est d'une violence inouïe. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant? Ça fait 30 ans qu'on a des connaissances sur les troubles psychotraumatiques vraiment efficaces. On les a améliorés au fur et à mesure depuis ces 30 ans. Pourquoi ça n'a pas été fait? Réparer les victimes, c'est quand même embêtant par rapport à la mise en place d'un système de domination et un système patriarcal. Réparer les victimes, ça fait qu'elles vont sortir de ces troubles dissociatifs dont on va beaucoup parler. Elles vont pouvoir échapper à ce continuum de violence. Elles vont aussi pouvoir récupérer justement cette notion de résilience dont on parle. La notion de résilience, elle n'est tolérable que si elle est assistée. Qu'est-ce qu'on dirait de quelqu'un qui est passé sous un autobus avec plein de fractures, de plaies, et qui doit rentrer chez elle, cette personne doit rentrer chez elle, doit se réparer toute seule, et puis elle arrive à remarcher extraordinairement avec toutes ces fractures. C'est pas possible, enfin, c'est inhumain. La résilience, elle doit se faire avec de la solidarité, de la protection et des soins. Donc ça, c'était un élément essentiel que je voulais rappeler. Et les soins sont efficaces. Toutes les études le prouvent. Donc il faut vraiment améliorer la couverture des soins. Vous savez que la Convention d'Istanbul demande à ce qu'il y ait une offre de soins d'urgence et de prise en charge du psychotrauma pour les victimes, les femmes victimes et les enfants victimes de violences par bassin de 200 000 habitants. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait au moins 300 centres gratuits, d'accès, facilité, avec des professionnels formés et spécialisés. On ne forme toujours pas les médecins au psychotrauma, encore actuellement, ni les psychiatres. Ils ne sont pas, ils sont pas encore formés systématiquement. C'est un problème de santé publique majeur. Il y a un problème quand même. Alors, ça, c'était vraiment pour présenter. La violence, le cerveau n'est pas fait pour subir de la violence et subir on est des animaux sociaux. Être confronté à quelqu'un qui veut vous détruire, qui veut vous réduire à rien, qui veut vous soumettre, ça crée un effet de sidération, on en a parlé. Cet effet de sidération, il est lié vraiment au fait qu'il y a une impossibilité de penser la situation. Surtout en plus quand c'est quelqu'un proche. Surtout quand c'est un parent, quand c'est un conjoint, quand c'est quelqu'un qui est censé, ou quand il n'y a aucune raison, mais strictement aucune raison. Cet effet de sidération, il bloque toute la capacité de contrôle du stress. Et face à une situation de danger, on a un stress qui monte avec des hormones de stress, adrénaline et cortisol, qui sont sécrétées pour préparer l'organisme à agir, à réagir, à se sauver. Et s'il y a cet effet de sidération, il n'y a pas de possibilité de contrôle, de réponse en fait à cette situation. En fait, la personne, elle est en état de sidération, elle est paralysée, elle ne peut pas réagir. À ce moment-là, la structure qui est à l'origine de l'alarme qui est lancée au moment de la situation de violence, cette structure-là va se mettre à alerter de plus en plus fort. Enfin, c'est comme un système d'alarme classique. Si vous ne faites pas le code, etc., ça monte en puissance. Ça monte tellement en puissance bon, que ça va créer un court-circuit. Justement. Bravo, Corinne. Ça monte tellement en puissance que du coup, on arrive à des taux d'adrénaline et de cortisol qui sont toxiques pour l'organisme et on peut mourir de stress. Et toutes les victimes qui ont été confrontées à une peur excessivement intense le savent, qu'elles ont eu l'impression que leur cœur était en train de s'arrêter, que leur tête allait exploser. Et ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, le cœur, vraiment, il peut y avoir une mort subite. Et il peut y avoir, et justement, il y a toutes ces atteintes neurologiques. Je vais vous montrer rapidement ensuite les IRM qui le montrent. Et le cerveau a une sorte de joker. Alors tout ça, c'est quand même très simplifié, bien sûr, mais enfin, ça permet de comprendre. Il y a un joker qui fait
On ne peut pas éteindre l'alarme. L'alarme, c'est une structure archaïque de survie. Elle va rester allumée tant que le danger est là. Mais ce qu'on peut faire, c'est l'isoler. On va court-circuiter tous les systèmes qui passent autour de cette alarme. Et du coup, d'un seul coup, c'est ce que les victimes ressentent, d'un seul coup, c'est comme si elles étaient mortes. Elles ne ressentent plus rien. Elles sont out. Elles sont vidées, avec une impression de déconnexion, une impression d'être sur mode automatique, une impression de ne plus être là, d'être dépersonnalisée, d'être spectatrice de la situation, d'être déconnectée. Et c'est ça qui va être développé ensuite beaucoup, là, c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique qui signe le trauma. Cette dissociation, c'est aussi ce qu'on va reprocher aux victimes. Pourquoi vous n'êtes pas battu ensuite? Parce qu'il y a le moment de la sidération, puis après, mais pourquoi vous êtes resté? Pourquoi vous l'avez suivi? Vous a dit d'aller dans la salle de bain, vous l'avez suivi, vous a dit de vous déshabiller, vous vous êtes déshabillé, mais c'est quoi ça? La personne, elle n'a plus la capacité, on se bat, on se défend avec nos émotions. Si tout est déconnecté, si le circuit émotionnel est déconnecté, s'il y a une anesthésie émotionnelle liée à cette disjonction du circuit émotionnel, on ne ressent plus rien. C'est comme si on était en position d'automate. Donc les victimes, elles vont devenir en position d'automate et elles ne vont pas pouvoir se défendre aussi de toutes les paroles et de tout ce qui va être dit. Elles vont obéir. C'est un système qui est utilisé dans toutes les dictatures pour faire obéir les gens, de créer ces phénomènes de sidération et de dissociation. Et puis, en même temps qu'il y a cette dissociation, il y a aussi une interruption du circuit de la mémoire qui est associée. Et c'est ça qui va créer une mémoire traumatique, c'est-à-dire que la mémoire de l'événement qui est en train de se produire, à partir du moment où ça a été disjoncté, elle ne va pas être intégrée en mémoire autobiographique, elle va rester telle qu'elle, sans être pensée, sans être filtrée, sans être décryptée, sans être identifiée. Elle va rester comme un magma qui va rester. Et c'est ça, vous savez, qui va faire les flashbacks, qui va faire remonter, qui va faire que les victimes vont revivre à l'identique les pires événements. Et qui vont les ressentir de la même façon, qui vont comme si c'était là, parce que le temps n'a plus... En plus, là, il y a une déconnexion au niveau chronologique. Et du coup, ces personnes vont se retrouver dans une situation où elles vont perdre au niveau cognitif énormément de capacités et elles vont paraître indifférentes. Vous savez, c'est ce qu'on renvoie souvent à ces victimes. Vous avez peut-être vu le film Police avec la petite jeune qui a subi des viols oraux en réunion et qui là, l'air complètement à l'ouest devant la brigade des mineurs. Et la brigade des mineurs, ils disent « Non, mais là, il faut que tu réagisses. Enfin, c'est pas possible, ça. On ne fait pas ça. » Enfin, on lui reproche quasiment d'avoir fait ça. Alors c'était pour récupérer un téléphone. Il lui avait volé son téléphone portable et il l'avait violé dans ce contexte-là. Et puis, ils lui disent « Mais si on t'avait volé ton ordinateur, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Et tout le monde explose de rire. Moi, j'ai assisté beaucoup à ce film, vous savez, pour faire des débats. Tout le monde riait. On est en train de rire de quelqu'un qui était en état de détresse absolue. La dissociation, c'est un coma psychologique, un coma psychique. C'est vraiment une hémorragie psychique. Et ça va beaucoup nuire aux victimes. Parce que du coup, et les procureurs le disent, vous savez qu'ils ils ont l'opportunité des plaintes et l'opportunité, du coup, de classer sans suite. Vous connaissez les chiffres de classement sans suite. Je veux dire, devant une victime qui semble ne pas avoir de conséquences, il classe sans suite. Quand j'avais une des premières fois où j'ai travaillé, où j'ai fait des présentations, des formations à l'ENM, j'ai un procureur qui a levé la main, qui a dit « Mais cette femme, alors, il me dit ça, comme ça, tel quel, devant tout le monde, 300 personnes. Cette femme qui avait donc subi des actes de torture et de barbarie par son mari, j'aurais pas dû classer la sphère sans suite, puisqu'elle paraissait ne pas avoir de conséquences. » Il le dit comme ça. Le fait qu'il y ait cette déconnexion, ces victimes qui sourient, qui peuvent rire même lors d'une déposition, qui du coup en plus n'ont plus de repérage temporospacial, ont un discours complètement décousu du fait d'une mémoire qui est complètement éclatée, du coup elles vont être absolument pas considérées comme crédibles.
d'accord. Et leur discours ne va entraîner, et c'est ça c'est très important, il ne va pas entraîner d'impact émotionnel chez l'autre. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est dissocié, qui est anesthésié émotionnellement, on fonctionne avec des neurones miroirs, c'est l'empathie. L'empathie, elle est innée. Hein. Un bébé est empathique. Il sourit quand on lui sourit. Enfin, je veux dire, voilà. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qui a l'air complètement vide d'émotion, bah vous êtes vide d'émotion vous aussi face à cette personne. Donc cette personne, elle peut vous dire il veut me tuer, il m'a déjà fait je ne sais pas combien de tentatives de meurtre de toutes les façons possibles. Les gens en face peuvent ne pas réagir. S'ils n'ont pas cette connaissance-là, et s'ils ne se disent pas, mais mince, si je suis en train de penser à autre chose, si je ne ressens rien par rapport à un tel discours, c'est que j'ai en face de moi quelqu'un qui est en coma psychique, qui est donc... Et du coup, l'absence de connaissance de la dissociation, mais ça, je pense que Coraline va vraiment vous le développer, c'est aussi un élément qui va empêcher d'identifier la réalité du danger. Ce que vivent réellement les victimes. Les enfants qui sont victimes de violences extrêmes, on les retrouve par exemple aux urgences. C'est eux qui n'auront jamais d'antalgique, même avec une fracture ouverte de la jambe. Parce que, je veux dire, ils ne ressentent rien. Ensuite, cette dissociation, c'est elle qui va être à l'origine de l'amnésie traumatique. Notre mémoire fonctionne avec les émotions. On a une mémoire émotionnelle, en fait. On se rappelle des choses par rapport aux émotions qu'on a eues, positives, négatives, etc. Si on n'a plus d'émotions par rapport... parce qu'on est dissocié, et une chose que je ne vous ai pas dite qui est vraiment très importante, tant que la victime reste en danger, tant que la victime reste avec l'agresseur, tant qu'il est là, qu'il est présent, la victime, elle reste dissociée. Donc elle a une mémoire traumatique qui s'allume, qui revit et tout ça, mais elle est anesthésiée. Donc elle ne peut même pas dire qu'elle a des images qui lui viennent. Mais elle ne peut même pas dire c'est vrai, c'est réel, puisque je n'ai pas d'émotion. C'est que ça ne m'appartient pas, en fait, en quelque sorte. Et donc c'est ça qui va générer la fameuse amnésie traumatique qui est dissociative, qui est liée à ça, parce que tous les faits sont dans le brouillard. Mais aussitôt que la victime n'est plus dissociée, que la victime est protégée en fait pour différentes raisons, rarement pour les bonnes raisons, mais enfin pour de la vie. C'est à ce moment-là qu'elle va revivre les événements, mais là sans être anesthésiée, et que là ça va l'envahir. Donc vous imaginez aussi une femme que l'on protège, par exemple, rarement, mais enfin ça arrive. Vous la mettez dans un endroit où elle est protégée. Elle se retrouve là protégée. Elle sort de sa dissociation. Et à ce moment-là, elle revit tous les événements. Elle revit aussi toutes les paroles qu'on vient d'entendre là. Elle les revit. Tu vaux rien, tu es nul, tu fais n'importe quoi, tu ne mérites pas de vivre, tu devrais aller chercher une corde pour te pendre, etc., etc. Elle revit tout ça et elle peut penser qu'elle va beaucoup plus mal depuis qu'elle a quitté ce sale type qui lui dit qu'elle n'est pas capable de vivre sans lui. Et c'est comme ça qu'elle peut revenir. Si on ne lui explique pas ce qui est en train de se passer, ça va. Donc, c'est valable pour les enfants. Donc, cette mémoire traumatique, oui, d'accord. Cette mémoire traumatique, je vais essayer d'aller rapidement. Alors, juste pour dire l'importance d'expliquer tout ça aux victimes et le fait qu'il faut absolument tout le temps expliquer, mais ça, c'est normal. Et ça, c'est pour ça que vous vivez ça. Cette mémoire traumatique, elle fait revivre toutes les phrases de l'agresseur, tout ça. Elle fait revivre tous les événements qui sont atroces. On ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique qui vous fait revivre des moments de terreur absolue, de mort imminente, où on a l'impression qu'on va mourir. Les victimes ont 2 stratégies pour survivre à ça. La première stratégie, c'est de ne plus bouger. C'est conduite d'évitement, de contrôle. On ne fait plus rien, on essaye. Mais la vie fait que, dans l'ensemble, vous ne pouvez pas ne pas bouger et on vous oblige à avancer. Et la deuxième stratégie de survie, c'est de s'anesthésier. C'est d'être de nouveau anesthésié comme on l'était lors des violences. Donc c'est alcool, drogue, 30 à 40% des victimes ont recours à des conduites addictives, mais c'est aussi des mises en danger, c'est aussi des scarifications. C'est-à-dire que c'est se mettre en situation de stress pour éviter de revivre quelque chose qui est bien plus horrible que ce qu'on est en train de faire. Et j'avais une petite patiente qui, quand son cousin qui l'avait violée à l'âge de 7 ans allait venir dans sa famille, elle essayait de se scarifier, ça ne marchait pas, elle se mettait sur le rebord de la fenêtre avec un Walkman, 5e étage, et elle se balançait.
et paf, elle se redissociait. Elle se mettait dans une situation de danger et elle faisait redisjoncter son cerveau. C'était le seul moyen. Alors ça explique toutes les conséquences catastrophiques sur la santé. Et puis, quand vous avez tout le temps quelque chose qui, dans votre tête, est en train, c'est la colonisation par l'agresseur, la mémoire traumatique de l'agresseur, avec des phrases « tu vaux rien, c'est toi, tout est de ta faute, tu mérites pas de vivre », eh ben, ça pousse au suicide. Mais ce n'est pas nos phrases. Nous, ce qu'on dit tout de suite aux victimes, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'agresseur. Tout ce que l'image que vous avez de vous, elle appartient à l'agresseur. C'est pas vous qui pensez que vous êtes dégueulasse, que vous valez rien, etc. Donc il faut, et vous êtes un monstre ou que n'importe quoi, enfin tout ce qu'on peut dire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise en charge, elle repose sur des éléments très importants qui sont la protection. Il faut protéger les victimes. Tant qu'elles ne sont pas protégées, elles sont dissociées, et là, c'est un problème. La protection, la prise en charge et le traitement de cette mémoire traumatique pour faire en sorte que cette mémoire traumatique puisse devenir autobiographique. Et pour ça, on va travailler sur tout le discours mystificateur de l'agresseur, tous ses mensonges, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il a tordu complètement, pour tout remettre à l'endroit. On remet tout à l'endroit. On retraverse tout ça en remettant tout tel que ça a été, tel que c'est, et puis en validant et en légitimant ce que la victime a vécu. Mais ça, c'est normal que vous ayez vécu ça, qu'elle arrête aussi de penser que si elle n'a pas pu réagir, c'est de sa faute, etc. Donc on remet tout ça en place. Alors, on a plein de stratégies, de techniques, et on diminue le stress. Et à ce moment-là, tout refonctionne. Alors, je vais finir là-dessus. Je vais vous montrer. Alors, je finis sur deux choses. L'importance de donner des informations très précises. Même les enfants, vous avez peut-être vu les petits livrets Claude Ponty où on explique les psychotraumas aux enfants. Même un enfant de 4 ans, il comprend très bien la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique, comprend. Et les conduites d'évitement, les stratégies de survie, parce que dans les stratégies de survie, une stratégie de survie qui est très efficace malheureusement, il y a celle de s'agresser soi-même, mais agresser l'autre, commettre des violences sur l'autre, c'est une stratégie de survie qui est très efficace. Et dans une société très inégalitaire, avec des gens qui sont dominants et qui ont le privilège de pouvoir exercer des violences, et bien eux, ils vont tranquillement choisir cette stratégie de survie. Ça explique le continuum des violences, c'est mon deuxième livre là, sur les agresseurs. Alors ça, on en a fait pour tout le monde, on a fait qui sont labellisés par le gouvernement, on a fait je vous y renvoie, des modules de formation sur les violences, sur le psychotrauma, pour que tout le monde connaisse ça. Alors, je voulais vous montrer juste deux choses, parce que tout le reste, après, je laisserai là. Ça, c'est des IRM qui montrent les atteintes corticales. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que les zones qui ont été impactées par les violences, par exemple, vous avez subi une violence sexuelle, donc c'est toute la zone génitale ou orale, par exemple. Tous les coups que les gens ont sévi. Si vous avez été étranglé, c'est la zone au niveau du cou. Vous avez reçu des coups sur la tête, sur les dents, là on en a parlé. L'estime de soi, il y a une zone de l'estime de soi dans le cerveau. Tout ça, ça va être impacté. Et on voit les zones d'impact et on les voit, plus c'est rouge, plus il y a un pourcentage d'impact avec une diminution d'autant plus importante qui va jusqu'à 30%. Donc ça se voit, voilà, c'est pour vous montrer à quel point ça se voit. Ensuite, je vais finir sur quelque chose de positif. Ça permet de voir l'état de sidération où on voit que le cerveau est complètement déconnecté. Et dernière, quelque chose de vraiment positif où on voit deux IRM de deux jeunes femmes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance. La première, celle de gauche, celle-ci, elle a bénéficié d'une protection et d'un traitement. Ça, c'est l'amygdale cérébrale, c'est la petite structure. Les deux vont, et l'autre n'a pas bénéficié ni de protection ni de soins. On les met dans des IRM et on leur fait entendre un récit de violence sexuelle. Les deux vont s'allumer. Oui, je finis. Mais je finis avec ça. Ouais. J'en ai pour 2 secondes. Parce que voilà. Les deux vont s'allumer. Les deux vont réagir. La première va réagir, mais tout de suite, son hippocampe va contextualiser l'événement en disant « c'est normal que je réagisse, c'est à cause de ce qui m'est arrivé, tout ça ». Et elle va pouvoir
se calmer. Et son cortex aussi ne va pas être sidéré et va pouvoir agir. Tandis que l'autre, son amygdale cérébrale va exploser. L'hippocampe est complètement à l'ouest. Si on voyait aussi le cortex frontal est à l'ouest, et elle va faire une attaque de panique, elle va faire une réactivation traumatique. Donc là, le traitement, c'est ça. Voilà. Et juste, je vous montre les modules que je vous envoie. Je vous envoie sur les modules, voilà, et sur toutes nos... Il y a un site qui s'appelle mémoiretraumatique.org où tout est gratuit, vous pouvez accéder à tous les éléments. Voilà. Et puis, si on peut faire quelque chose pour le soin, ça serait génial. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Salmona, pour cet éclairage essentiel. Désolée, hein, parce que... Non, mais je sais, moi j'ai eu la chance d'être formée par vous à l'université Paris 8, donc bon, je connais tout ça, et c'est vrai je pourrais vous écouter des heures, parce que ça me passionne, et je pense que tout le monde est OK là-dessus, mais voilà, il y a encore beaucoup de monde derrière à intervenir, je suis vraiment désolée. Donc comprendre les mécanismes, c'est déjà changer le regard, mais pour que ce regard change réellement, il doit être aussi pris en compte par la justice. J'ai le plaisir d'accueillir Laura Pignatel, juriste, maître de conférence à l'université Aix-Marseille. Elle travaille à la croisée du droit, de la criminologie et des neurosciences. Elle contribue à faire évoluer la manière dont ces situations sont comprises et traitées. Laura, c'est à toi. Merci. Madame la députée, chère Marie-Ève, chères intervenantes, mesdames, messieurs, pour comprendre vraiment ce que vivent les victimes, il faut d'abord s'y intéresser. Et c'est d'abord s'intéresser non seulement aux victimes, puis s'intéresser à ce qu'elles vivent. S'intéresser aux victimes, c'est avant tout s'entendre sur la notion même de victime, sur ce qu'elle désigne et sur sa place en justice. Et il faut savoir que la victime n'est pas définie dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale. Mais en plus, les rapports entre la justice, et particulièrement la justice pénale, et les victimes sont des rapports tout simplement délicats, au cœur d'une question, à savoir la place à accorder aux victimes d'infractions pénales et quelle fonction attribuer à la justice pénale. Est-ce qu'il s'agit d'une fonction répressive et ou cathartique ? Derrière ces questions se cache une réalité, l'interdisciplinarité, les liens nécessaires entre le droit et les sciences, telles que les neurosciences, la psychologie, la criminologie ou encore la victimologie. La difficulté, c'est que ces rapports entre le droit et ces sciences ne sont pas innés, puisque le droit, il me semble, a tendance à négliger, soit à déléguer certains sujets au motif qu'ils sont scientifiques. Ainsi, le psychotraumatisme et plus généralement les souffrances et les violences que vivent ou que ressentent les victimes relèvent de l'intime et donc non pas du juge, et elles relèvent de la psychologie, de la médecine ou des neurosciences, mais pas du droit. C'est d'ailleurs vrai aussi bien du côté des auteurs que des victimes, puisqu'un auteur qui ne se rappelle pas, c'est une personne qui ment, et une victime qui ne se rappelle pas, c'est une victime qui n'est pas crédible. Pourtant, la compréhension donc, des souffrances et ce que vivent les victimes est essentielle en justice. Elle favorise du côté de l'auteur ce que l'on appelle la désistance et du côté des victimes la résilience. Et à juste titre d'ailleurs, puisque mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des gens, c'est, il me semble, rendre une justice plus humaine. Et cela participe, les travaux de criminologie le montrent, à ce que l'on appelle la légitimité de la justice, qui est l'une des dimensions principales de l'éthique processuelle et comportementale. L'impact de la compréhension des émotions est évident, aussi bien d'un point de vue criminologique, mais également victimologique. Et donc, pour que les personnels de justice puissent comprendre vraiment ce que vivent les victimes, eh bien, cela suppose, je crois, de bien comprendre que la justice est avant tout une relation interrelationnelle, et il faut vraiment se mettre au cœur du procès pénal et de se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place d'une victime vis-à-vis de ce qu'elle a vécu suppose, il me semble, deux choses essentielles. Ce qui fera en réalité l'objet de mes deux parties. Je suis universitaire, pardon. Mais je pense qu'il faut comprendre ce que la victime a vécu à cause de l'auteur,
et comprendre ce qu'elle risque de vivre à cause de la justice elle-même. Donc, d'une part, comprendre ce que la victime a vécu à cause de l'auteur, c'est vraiment s'intéresser, on l'a dit, au récit des victimes. Et la victime ne doit pas ignorer que certains éléments du récit de la victime peuvent être altérés. Parmi ces éléments, on retrouve évidemment les psychotraumatismes, mais on retrouve aussi des stratégies qui ont pu être mises en place par l'auteur lui-même. Et on peut citer par exemple, premièrement, ce que en criminologie on nomme le DARVO, qui est une stratégie de retournement. C'est un acronyme utilisé pour nier, attaquer et renverser le rôle des victimes et de l'agresseur. Darvo, normalement, c'est en anglais, mais je vous épargnerai mon anglais marseillais. Dans l'élaboration de cette stratégie, les auteurs de violences, en fait, sont souvent aidés par l'entourage. Les dossiers le montrent. Ils tentent en effet de nier les violences, de discréditer la victime auprès de ses amis, auprès de ses proches. Et ils prétendent que ce sont, en fait, eux les victimes. Et le documentaire le mettait bien en avant également. On peut également citer ce que l'on appelle le gaslighting, qui est en fait un détournement cognitif et une forme de manipulation pour altérer la perception de la réalité de la victime. C'est une technique d'emprise mentale où on est face à un manipulateur et pour le dire autrement, ce n'est ni plus ni moins ce que l'on appelle un lavage de cerveau. Ces deux stratégies se manifestent particulièrement dans le contrôle coercitif côté auteur, c'est-à-dire tout ce que l'auteur va mettre en place, et dans l'emprise, c'est-à-dire plutôt dans ce que la victime ressent et ce qu'elle vit personnellement. Il faut savoir que l'emprise, et particulièrement l'emprise au sein du couple, se traduit par d'importantes violences psychologiques, physiques, sexuelles, qui participent à rendre la victime totalement dépendante et dépourvue d'estime d'elle-même. L'emprise du côté de la victime et le contrôle coercitif mis en place par l'auteur ont évidemment des conséquences juridiques que le droit donc n'ignore pas. Non seulement ils servent à la qualification pénale des faits, les violences particulièrement, mais en plus, lorsqu'ils sont prouvés, ils justifient la mise en place de mesures de protection. Toute la difficulté, c'est néanmoins avant le procès pour les victimes, ce stade de l'avant-procès, ou ce moment où on va discuter les preuves, où on va étudier la parole de la victime. Elle va être disséquée, cette parole, elle va être jugée. Et aujourd'hui, on demande aux victimes pourquoi elles ne sont pas parties et pas finalement ce que l'auteur a mis en place pour que la victime ne parte pas. Et donc la connaissance de ces stratégies mises en place par les auteurs, la connaissance des traumatismes est évidemment quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que l'incohérence du récit, des dépôts de plaintes tardifs, des victimes qui ne partent pas, leur comportement de manière générale et leurs paroles ne peuvent pas être compris par les enquêteurs et par les magistrats. Et on comprend finalement que lorsqu'ils ne sont pas formés, comment finalement peuvent-ils apprécier la crédibilité des victimes lorsqu'ils ne sont pas informés des mécanismes neurobiologiques qui altèrent la mémoire et l'expression des faits. En dehors d'une absence de connaissance, il me semble qu'il y a deux éléments à prendre en compte, à la fois un mythe et à la fois un biais cognitif. Le mythe, c'est celui de la bonne victime, puisqu'il y aurait des bonnes et des mauvaises victimes. Et le biais cognitif, c'est ce que l'on appelle l'effet de vérité illusoire, également connu sous le nom d'effet de validité, qui a en fait cette tendance à croire qu'une information est concrète et vraie dès lors qu'elle est répétée, et inversement qu'en cas de contradiction ou d'apparence de contradiction, il y a forcément mensonge, et donc mensonge de la part des victimes. Comprendre ce que vivent les victimes impose donc aux enquêteurs et aux magistrats, évidemment, de se former à ces thématiques et de repenser leurs pratiques afin d'éviter ou de limiter au maximum ce que l'on appelle la victimisation secondaire. Et donc, c'est l'objet de la deuxième partie, comprendre ce que la victime risque de vivre à cause de la justice elle-même. L'objectif est simple, normalement, en justice, éviter une souffrance de plus, éviter une souffrance de trop, engendrée par le traitement judiciaire ou médiatique de l'affaire.
Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour des défaillances dans la prise en charge des victimes, et particulièrement des victimes mineures ayant déposé plainte pour viol. La Cour avait été particulièrement attentive, contrairement aux juridictions françaises, à la vulnérabilité psychologique des victimes au moment des faits, qui dénonçait un cadre processuel violent, empreint de stéréotypes. La France a été condamnée pour cette victimisation secondaire, et ces arrêts ont pointé du doigt quelques défaillances, pour n'en citer que 3. La caractérisation et l'évaluation de l'ITT. Évidemment, en pratique, les victimes ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas ce que cela signifie, 2 jours d'ITT, 8 jours d'ITT, quand elles ont été pendant des mois en arrêt maladie, quand elles ont souffert, quand elles souffrent encore, ou quand elles adoptent quotidiennement et vont adopter quotidiennement des stratégies d'évitement. Cette ITT sert pourtant de base à la qualification d'incrimination. Elle sert de base pour évaluer le préjudice des victimes. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que cela évolue, puisque les magistrats tiennent compte d'autres éléments, comme les témoignages, le contrôle coercitif, le mécanisme d'emprise. Autre défaillance, l'absence de reconnaissance, tant au niveau de la loi que de la jurisprudence, de l'amnésie traumatique, on en a parlé, puisque le droit français ne considère pas l'amnésie traumatique comme un élément qui a un effet sur le délai de prescription. Et enfin, dernier exemple, le fait que lorsqu'il y a plusieurs victimes d'une infraction pénale, il n'y ait pas de circonstances aggravantes liées à la pluralité de victimes. Alors, je me suis posé la question et personnellement, je me l'explique d'un point de vue criminologique, peut-être. Ce n'est qu'une explication parmi tant d'autres, puisque cela s'explique peut-être par le fait que l'auteur aurait tout intérêt à dissimuler la vérité et qu'il n'hésiterait plus à faire preuve de cruauté et de perversion en dissimulant davantage soit des éléments de vérité, soit tout simplement le corps des victimes. Est-ce qu'il ne mettrait pas davantage en place des mécanismes d'emprise ? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est une réflexion d'un point de vue criminologique. Il n'en reste pas moins que pour certaines victimes, cette absence de circonstances aggravantes est choquante, tant elle participe en réalité à ignorer une partie de ce qu'elles vivent. Alors début mars, la circulaire de politique pénale du ministre de la Justice comportait un volet consacré à l'amélioration de l'évaluation et de la situation des victimes, à limiter au maximum les risques de victimisation secondaire, la création d'un code vif également. Mais n'oublions pas que la prise en charge des victimes, du moins la bonne prise en charge des victimes, participe également, je le crois, à la lutte contre la récidive, puisqu'on oublie trop souvent que nombre de comportements délinquants sont en réalité des symptômes de traumas cérébraux, et cela est encore plus fréquent, des études l'ont montré récemment, chez les femmes délinquantes qui ont été victimes de violences. Alors pour conclure, finalement, tout un travail aujourd'hui est fait en faveur d'une justice sensible au trauma et formée aux neurosciences, afin que demain, la justice comprenne vraiment ce que vivent les victimes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mesdames, pour ces éclairages. Nous allons maintenant faire une pause d'une quinzaine de minutes. Nous reprenons ensuite la deuxième partie du colloque, mais avant de vous libérer, je voulais remercier la maison Marius Fabre, spécialisée dans la fabrication de l'authentique savon de Marseille, qui a offert un cadeau d'exception à toutes les intervenantes présentes. Un geste généreux qui honore notre engagement commun. Donc, et aussi toute notre gratitude également à Audrey Arnaud et à son établissement, le restaurant Spama Bali, pour le soin apporté à chaque intervenante à travers ce cadeau cosmétique. Ces marques de soutien nous touchent profondément. Merci de croire en notre mission. Merci.